Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 21 avril 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le TEDCAS, un Kids Christmas ou TAC, fête actuellement ses 20 ans à Madagascar. C'était une occasion importante avec les élèves de nombreuses écoles de la capitale, qu'ils soient du privé ou du public, de marquer l'ouverture de l'événement au stade Barea Mamas. La cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui coïncide également avec le 30e anniversaire de Samaritan's Purse. Et comme l'a déclaré le président de la République, André Rajoelina, la collaboration entre Samaritan's Purse, le TAC et le gouvernement se renforce pour l'entraide à l'éducation des enfants malagasy. Judigal Rajianirin sur les images de André Rajoelina. Nombreux élèves issus de différentes écoles d'Antananarivo, qu'elles soient publiques ou privées, ont rempli le stade Barea Mamas ce matin. Plus de 20 000 enfants ont bénéficié de l'aide provenant des élèves des États-Unis qui sont venus à Madagascar pour l'action caritative de Samaritan's Purse, cette association qui fête ses 30 ans, et de l'ONG TAC, ou TEDCAS un Kids Christmas, qui fête également ses 20 ans à Madagascar. On peut dire que les aides de la part de ces ONG sont plus nombreuses cette année comparées à l'année précédente. La raison en est l'aide du président André Rajoelina pour la facilitation de leur introduction dans le pays. Le TAC collabore avec les églises dans l'éducation des enfants dans la foi. Et l'intention du gouvernement actuel de soutenir cet effort commun est très importante pour tous les bénévoles et éducateurs, a déclaré le président de l'église luthérienne malagasy, le pasteur Denis Rakoutsafi, durant son allocution. Plus de 30 millions d'enfants issus des 23 régions de Madagascar ont déjà bénéficié des dons de ces enfants des États-Unis à travers le TAC jusqu'à présent. 20 ans, non seulement de distribution de dons, mais aussi de transmission de la foi et d'une éducation appropriée selon la Bible. Raison pour laquelle il est important de soutenir leurs efforts et leur dévouement, a déclaré le président André Rajoelina. Ce dernier qui ne lasse pas de transmettre à ses jeunes les valeurs pour mener à bien la vie. Des représentants de Samaritan's Purse ont assisté à cette ouverture officielle du 20e anniversaire de TAC et du 30e anniversaire du Samaritan's Purse, notamment le directeur général en Afrique du Sud qui a introduit ce projet à Madagascar, l'envoyé spécial du président de Samaritan's Purse, Franklin Graham, et Joel Aislinn qui a honoré la célébration. Dans un tout autre sujet, c'est aujourd'hui que l'Eid el-Fitr a été célébré pour la communauté musulmane. Cela marque la fin du mois de Ramadan, un mois de jeûne et d'introspection pour les musulmans. À cette occasion, la communauté musulmane de Madagascar a effectué une culte et un dîner collectif. Fajesena Mirei et Sech Andjianapu. La fin du mois sacré musulman du Ramadan est marquée par une grande fête religieuse, l'Eid el-Fitr, au cours de laquelle les familles se réunissent en portant leurs plus beaux habits pour organiser des fêtes. Durant le Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube au coucher de soleil. Le respect du calendrier lunaire est important pour les musulmans et a un impact sur la façon dont les gens vivent le Ramadan. Pour la communauté musulmane d'Antananarivo, issue de la région nord de Madagascar, ce jour a été marqué par une culte et un dîner collectif aux mosquées des 67 hectares. Restons toujours dans ce même contexte, les musulmans du monde entier ont fêté l'Eid el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan est célébrée vendredi dans plusieurs pays. Tour d'horizon en image des festivités sur la planète avec France 24. À la Mecque, à Kaboul, à Gaza et à Jérusalem, des milliers de fidèles se rassemblent pour prier. Ce vendredi marque la fin du mois du Ramadan, consacré au jeûne et à la prière. Pour les musulmans, l'heure est à la célébration de l'Eid el-Fitr, l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Sa date est choisie selon le calendrier lunaire. L'Eid commence le premier jour du 10e mois, lors de l'arrivée de la nouvelle lune. Après l'aumône, vient l'heure de la prière collective, plus longue qu'à l'accoutumée. Le reste de la journée est consacré à des actions pieuses, à des échanges de vœux et de cadeaux. Mais cette année, l'inflation s'est invitée à la fête. Le panier de courses de l'Aïd a dû être revu à la baisse, comme ici au Pakistan.
Le public est aux prises avec l'inflation et doit faire des choix difficiles entre la nourriture et les vêtements. La plupart des gens sont là uniquement pour faire des achats pour leurs enfants. Les parents ne font pas d'achats pour eux-mêmes. L'Aïd est placé sous le signe de la paix et du partage. Au-delà de sa dimension religieuse, c'est l'occasion pour des millions de musulmans de partager des festins en famille et entre amis. Dans un tout autre sujet, 20% des personnes inscrites sur la liste électorale sont venues vérifier leur nom auprès de Foukontang d'Ambouimia Danatsim dans le 6e arrondissement, selon le chef de Foukontang. Le bureau est ouvert 7 jours sur 7 à ceux qui souhaitent vérifier leur nom sur les listes électorales. Ceux qui ne sont pas sur la liste peuvent encore s'inscrire et le chef de Foukontang appelle certains politiciens à ne pas répandre des rumeurs susceptibles de semer la confusion chez les électeurs. Toujours avec Fadjissena Mireille et Sech Adjianab. Tous les bureaux de Foukontang sont ouverts du lundi au dimanche pendant les heures ouvrables pour permettre aux citoyens de vérifier leur nom sur la liste électorale. Pour ceux de Foukontang d'Ambouimia Danatsim, 1349 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Depuis le retour de la liste auprès des Foukontang, 20% des citoyens ont vérifié leur nom. Si les citoyens majeurs n'ont pas été inscrits sur la liste, ils peuvent encore s'enregistrer auprès des Foukontang. La période d'inscription des noms durera jusqu'au 31 mai dans toutes les circonscriptions. Le nombre de jeunes effectuant la révision militaire a baissé jusqu'à 50% cette année par rapport à l'année précédente. Cela est constaté durant les 3 premières semaines selon les explications de la direction du service national et de la gestion des réserves au sein du ministère de la Défense nationale. La plupart des jeunes ont presque terminé la révision militaire de 2019 à 2022. Ainsi, ceux qui viennent d'avoir 19 ans sont les plus nombreux à l'effectuer en ce moment. C'est Khadjianas et Rad Ramanazatouf. 72 042 jeunes ont été recensés à 3 semaines du commencement de la révision militaire cette année, selon les informations reçues auprès de la direction du service national et de la gestion des réserves du ministère de la Défense nationale. 47 000 d'entre eux sont de sexe masculin et 25 000 des femmes. Ces chiffres qui ont connu une diminution par rapport à ceux de l'année précédente, qui ont atteint jusqu'à 150 786 en seulement 2 semaines. Cette diminution est pourtant normale, déclare le premier responsable de la DSNGR. En effet, la plupart des jeunes récemment recensés cette année sont ceux qui viennent d'avoir 19 ans. Pour ceux en province et des autres districts autour d'Antananarivo, le ministère de la Défense nationale et les bureaux de la direction du service national et de la gestion des réserves de chaque district ont déjà publié sur leur page Facebook la date à laquelle la révision militaire sera effectuée. À noter que la révision militaire est gratuite, seul un stylo bleu et la carte nationale d'identité sont nécessaires. Pour la capitale, elle se tiendra au stade Betungul du lundi au dimanche. En éducation, le niveau des élèves a baissé au cours de ces 4e bimestres, selon les directeurs d'école que nos journalistes ont rencontrés. Aujourd'hui, le manque de concentration, les petites vacances un peu trop fréquentes peuvent être parmi les raisons de cette baisse, ont-ils souligné. Afin d'améliorer les résultats pour ces 2 derniers mois, chaque établissement a sa propre stratégie. Rodrissel Ragout-Malal et Yves Chanel. En général, de nouvelles leçons sont introduites dans les 3e et 4e bimestres. C'est lors de ces périodes que l'on peut mesurer le niveau des élèves. Pour cette école qui se trouve à Tiadan, les notes des élèves en général ont baissé, souligne le directeur Azaf Madimzou. Les résultats ont été proclamés hier. Une baisse similaire a également été constatée dans une école d'Ambodjou. Selon la directrice Andian Arnoun Bakoul, les interruptions entre les périodes pourraient être la cause de cette baisse, puisque durant les vacances, les enfants ne se soucient pas d'étudier. Mais il y a également l'impact de la Covid qui se fait encore ressentir, toujours selon elle. Afin d'améliorer les résultats en fin d'année scolaire, ces écoles ont décidé d'augmenter le nombre d'heures de cours pour les enfants ayant un très faible résultat, ainsi que d'essayer de terminer le programme plus tôt afin qu'ils puissent avoir un mois de révision plus intensif.
Malgré l'enseignement dispensé par l'école, il faut aussi le soutien des parents et leur encadrement pour que les enfants à la maison ne soient pas distraits, mais consacrent un peu de temps aux révisions. Ensuite, la réhabilitation de la route nationale 41 reliant Ambouche et Fanjin a débuté le 15 avril dernier. Route en l'état déplorable a été un véritable cauchemar pour la population et en particulier les opérateurs. Cette réhabilitation relancera l'économie dans le district de Fanjin, d'après le député IRD élu dans cette localité. Ruth Christelle Ragout-Malal et Indienne Martina. Le district de Fanjin se trouve à 300 km d'Antananarivo. Il est constitué de 15 communes. L'accès y est difficile à cause de la dégradation de la route. Si la durée normale pour faire les 42 km est de 45 minutes au plus, ce trajet se fait en 2h30 actuellement. Par conséquent, les produits locaux, tels que les fruits et légumes qui font la renommée de ce district, pourrissent sur place car aucun opérateur ne vient pour les acheter, se plaint la députée de Fanjin, Ragout-Malal Dina Tarachinian. À cause de ce mauvais état de la route également, le prix des matériaux de construction augmente, de même que ceux des pièces d'automobile. Lors de la visite du président à Ambouche samedi dernier, il a annoncé que la réhabilitation de la route de 42 km reliant Ambouche et Fanjin va commencer. Les engins sont déjà sur place. Selon le ministère des Travaux publics, les travaux prendront 4 mois. Le président Anjradzuel ne cesse de répéter qu'aucun district ne sera oublié. Ce district fait partie de ceux qui ont bénéficié de nombreuses infrastructures, telles que le PP Manara Pench qui attend d'être inauguré, les CSB, 2 Smart Village. Les résidents ont également bénéficié du programme d'aide sociale Asaf Chemrinja du FID et coordonné par le ministère de la Population, ainsi que de nombreux projets du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les combats se poursuivent vendredi au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires, malgré les nombreux appels au cessez-le-feu alors que débutent les festivités pour l'Eid el-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan. France 24. Ce n'est pas la première fois que les forces de soutien rapide annoncent un cessez-le-feu au cours des derniers jours et ce n'est pas la première fois bien qu'un tel cessez-le-feu ne tient pas. Mes contacts sur place me parlent tous de tirs qui continuent, d'explosions qu'ils entendent toujours dans plusieurs quartiers autour de Khartoum. Et si ce cessez-le-feu n'a pas tenu, eh bien ce n'est pas surprenant car il était unilatéral. Le général Bourhan, le chef de l'armée, qui s'est exprimé pour la première fois à la télévision nationale durant la nuit depuis le début du conflit ce samedi, n'a pas dit un seul mot à propos de négociations, à propos de cessez-le-feu. Il a seulement affirmé que la nation sortirait de cette épreuve d'une manière plus unie, mais pas un mot sur des négociations avec le général Hemeti, le chef des forces de soutien rapide. D'ailleurs, il y a assez peu de chances que ces négociations voient le jour au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours, car l'armée a affirmé à plusieurs reprises ne pas pouvoir négocier avec ce général tant que les forces de soutien rapide ne seraient pas dissoutes. Mais il y a peu de chances que ça se produise car il y a une lutte à mort entre les deux généraux maintenant. Les deux savent que celui qui l'emportera aura le plus de chances de rester au pouvoir, mais difficile pour l'heure de dire eh bien, si l'un ou l'autre prend l'avantage car les informations qui nous proviennent de Khartoum et du reste du pays sont extrêmement conflictuelles. Tout ce que l'on sait, c'est que les combats continuent aussi bien dans la capitale que dans la région du Darfour par exemple, que dans la capitale, eh bien, les civils sont pris au piège, des millions de personnes qui sont encore sous les bombardements, qui sont encore cachées chez elles, qui ont peur de ces tirs qu'ils entendent durant toute la journée, des millions de personnes qui ne peuvent pas s'enfuir de Khartoum à l'heure actuelle. Et puis, l'Afghanistan est considéré comme l'une des pires crises humanitaires à ce jour. L'économie du pays a chuté de façon dramatique depuis le retour au pouvoir des talibans. Plus de la moitié des Afghans sont considérés comme étant pauvres. Et pour les femmes afghanes, à cela s'ajoute la multiplication de lois talibanes registrant leur liberté. France 24.
façon générale, les talibans n'ont cessé de multiplier les lois restreignant les droits des femmes en Afghanistan. Après leur prise du pouvoir, ils ont commencé par les bannir de la vie politique, elles qui étaient actives sous l'ancienne République afghane. Et puis, ils les ont petit à petit exclues de l'espace public, puisque les femmes en Afghanistan n'ont pas le droit d'aller dans les parcs, elles n'ont pas le droit d'aller dans les bains publics, elles n'ont pas le droit d'aller dans les restaurants. Elles doivent se couvrir le visage lorsqu'elles sortent. Elles ne peuvent plus voyager seules. Il faut qu'elles soient accompagnées d'un chaperon masculin. Même s'il s'agit pour elles d'aller consulter un médecin ou d'aller à l'hôpital, il faut qu'elles soient escortées, si l'on peut dire, par ce chaperon masculin, un membre de leur famille. Elles n'ont pas le droit de travailler, si ce n'est dans quelques secteurs comme le secteur médical ou celui de l'enseignement, ou si elles travaillent à domicile dans le secteur privé. Donc toutes ces lois ont été dictées petit à petit de façon progressive. Et puis il y a eu en décembre cette interdiction faite aux femmes de travailler dans les ONG. Cette interdiction s'est ensuite étendue à l'ONU. Donc les femmes ne peuvent plus travailler pour l'ONU depuis le mois d'avril. Depuis décembre, vous le disiez, les filles, les Afghanes n'ont pas le droit d'aller à l'université, et cela fait 577 jours aujourd'hui que les filles afghanes ne peuvent plus aller à l'école après le collège, puisque cela leur est interdit. Le seul moyen pour elles de continuer leur éducation, c'est de le faire dans des écoles clandestines qui se sont multipliées à travers le pays, ou d'étudier à domicile, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.